L'ensemble constitué par le château royal et le prieuré Saint-Maurice est ouvert actuellement sur un grand parc lui donnant, vue de l'ouest, une perspective magnifique débouchant en toile de fond sur la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Senlis. Il n'en a pas toujours été ainsi, puisque jusqu'au XIXe siècle, un mur, bordé de bâtiments sur son côté est, séparait le château et le prieuré, et encore plus à l'est, un second mur, édifié au XVIIe siècle et abattu seulement en 1976, séparait le château du parvis de la cathédrale. Il faut noter cependant qu'à l'époque médiévale, le mur d'enceinte du château passait légèrement plus à l'est, comme l'ont montré les fouilles conduites par Georges Matera en 1948, ce qui agrandit légèrement la superficie castrale. Ainsi, les dimensions de l'espace occupé par le château étaient largement réduites par rapport à celles que l'on pourrait imaginer de nos jours, vu les dimensions du parc. Et d'autre part, à l'ouest, le prieuré comportait d'autres bâtiments dont on ne connaît ni les positions ni le nombre exact, mais qui devaient réduire également la perception de l'espace l'environnant. Nous allons donc passer en revue, successivement, mais séparément, le château royal et le prieuré, sachant cependant qu'un accès direct entre les appartements royaux du château et la chapelle du prieuré avait été aménagé par Saint Louis vers 1260. Le château royal, dont les ruines sont visibles aujourd'hui, a été construit au Moyen Âge. Sans preuve archéologique incontestable, on suppose, selon toute vraisemblance, que ce château fut précédé, à l'époque du Haut Empire romain, par un prétorium qui se situait au point le plus élevé de la ville, à proximité immédiate du Cardo Maximus, l'actuelle rue du Châtel, et d'un Cardo Decumanus, l'actuelle rue du Chancelier-Guérin. L'édification de la muraille gallo-romaine au IIIe siècle a sans doute transformé notablement ces bâtiments. Nous n'avons aucun plan de cet ensemble antique. On peut situer les premières occupations royales au temps des Mérovingiens, dès les premiers descendants de Clovis. La ville de Senlis devient alors l'enjeu de partages successifs entre ces derniers. Au 7e siècle, la ville a déjà le privilège d'être le siège d'un atelier monétaire, ce qui dénote l'importance que la royauté lui accorde. Malgré le déplacement de la capitale de l'Empire à Aix-la-Chapelle, Charlemagne ainsi que ses successeurs continuent de chasser dans les forêts aux alentours de Senlis, à Verberie et à Vers-sur-le-Net. Il fréquente les domaines et les palais de la vallée de l'Oise. Charlemagne se déplace plusieurs fois à Senlis et on sait qu'il y a séjourné en 795. Sous les Carolingiens, la supervision de la ville est déléguée à des comtes. Le comté de Senlis est clairement distingué de ses voisins sur les listes d'inspection confiées à des missi dominici par Louis le Pieux en 825 et Charles de Chauve en 853. Il revient à ce dernier, petit-fils de Charlemagne, de choisir le Palacio de Senlis comme sa résidence préférée, avec le palais de Compiègne. Charles le Chauve y ajoute la fonction de lieu de détention. Il y fait enfermer sa fille Judith en 862, son neveu Pépin II d'Aquitaine en 864, son fils Carloman en 870, à qui il fit crever les yeux, et enfin l'évêque Hincmar de Laon en 871, qui subit également le même supplice. Dès le milieu du Xe siècle, Senlis entre progressivement sous le contrôle des Robertiens, les ancêtres de la dynastie des Capétiens. À la suite d'un accident de chasse, Louis V, le dernier carolingien, décède en 987. Les grands seigneurs de la Gaule se réunissent à Senlis et sous l'impulsion d'Adalbéron, l'évêque de Reims, désigne par acclamation le 3 juillet 987 Hugues Capet, roi de France, déjà en possession de la ville. Cette élection, qui marque la fondation de la dynastie capétienne, s'est déroulée avec une quasi-certitude dans l'enceinte du château royal. Mais un héritier présomptif du trône, Charles de Basse-Lorraine, se fait connaître et il tente de faire annuler la désignation d'Hugues Capet comme roi de France. Après de nombreuses intrigues, Charles est trahi par Asselin, l'évêque de Laon. Il est arrêté et jeté dans la prison du château de Senlis par Hugues Capet. Le château royal est alors occupé assidûment par les premiers Capétiens qui l'utilisent comme résidence. Devenus vétustes, les bâtiments du Palacio antique de Senlis sont rasés vers 1130 par le roi Louis VI le Gros,
qui fait reconstruire un nouveau palais. Celui-ci est édifié selon le plan qui nous apparaît aujourd'hui, à travers des ruines romantiques encore visibles. Comme nous l'avons déjà évoqué, l'aire réservée au château était limitée à l'est et au sud par une muraille qui n'existe plus. Selon Michel Loquois, dès 1240, des habitations parasites sont venues se greffer le long de l'enceinte initiale. L'hôtel des Trois Pots d'Étain porte son enseigne depuis 1290 et l'hôtel de l'Homme Sauvage, à droite de l'entrée, qui abrite actuellement l'Office du tourisme, porte son enseigne depuis 1488. Ce dernier hôtel fut précédé par des maisons traçables jusqu'en 1240. Plus tardivement, au nord, de l'autre côté de l'entrée actuelle du parc du château, l'hôtel de la Croix-Double datant du XVIe siècle et l'hôtel du chef Saint-Jean datant du XVe siècle ont précédé le bâtiment actuel du musée des Spahis. Jusqu'à notre époque, la plupart des historiens, dont Jean Mesqui, le grand spécialiste des châteaux, considéraient que la porte d'entrée du château était encadrée par 2 tours. Or, dès 1948, dans son étude de la limite est du château, Georges Matera laisse planer un doute sur la réalité de ces tours. De son côté, Gilles Baudin, constatant dans son récent livre intitulé « Le château royal de Senlis » que, d'une part, des bâtiments existaient au plus tard en 1290 sur l'emplacement supposé des tours, et que d'autre part, aucun vestige circulaire n'a été trouvé par les archéologues malgré les sondages, optent pour l'absence initiale de telles tours. Du point de vue de sa construction, la porte d'entrée proprement dite se présente sous la forme d'une double arcature comportant rainures et aménagements pour l'implantation d'une double herse avec assommoir. L'examen détaillé des rainures montre que la double herse était en réalité inopérante, puisqu'une corniche n'ayant apparemment jamais été reprise empêchait sa descente, ainsi d'ailleurs que les rainures de conduite du mouvement qui étaient interrompues au niveau de cette même corniche. Le dispositif défendant l'entrée n'était donc qu'une décoration. Ce constat est l'un des éléments qui conduit à affirmer que le château royal de Senlis doit être considéré plutôt comme une résidence royale que comme un château à caractère défensif. Au cours du temps, la porte a été modifiée dans sa partie haute, comme en témoignent les fenêtres au-dessus des arches qui ont varié par leur nombre et leur forme, et des passages ou des rebouchages vers les bâtiments connexes qui ont été mis en place. Dans la partie est du château, à droite de l'entrée actuelle du parc, l'attention du visiteur est immédiatement attirée par les vestiges d'une tour rectangulaire tronquée de dimensions impressionnantes. Apparemment, cette tour aurait pu jouer le rôle de donjon, ce qui entrerait éventuellement en contradiction avec la conclusion que nous venons d'émettre au sujet de la destination finale du château, à savoir la fonction de logement pour le roi, ou bien celle d'une fortification à caractère défensif. Les dimensions de cet ensemble, vues de haut, sont celles d'un rectangle de 21,50 m de long sur 17,50 m de large. Ces murs sont d'une épaisseur respectable de 4,50 m. Leur hauteur est actuellement d'environ 7,50 m. Nous savons néanmoins que celle-ci était initialement plus importante, car la tour a été écrêtée au XVIIIe siècle. La date de construction de cette tour a fait l'objet de débats entre historiens. D'abord interprétée comme d'époque gallo-romaine, les historiens et les archéologues se sont finalement prononcés pour une édification plus tardive entre le IXe et le XIe siècle, même si les fouilles ont donné jour à des substructions gallo-romaines et à l'invention du socle de la statue dédiée à l'empereur romain Claude, visible au musée de la ville. Du point de vue implantation, la tour tangente au nord l'enceinte gallo-romaine, ce qui implique que la tour numéro 30 de cette muraille, d'après le plan inventé par Diane Brouillette, a probablement été démolie à cette occasion. Les murs de la tour médiévale sont renforcés par 3 gros contreforts sur chacun de ses 4 côtés. L'épaisseur et la largeur de ces contreforts diminuent jusqu'à une hauteur d'environ 5,50 m pour reprendre ensuite selon une élévation verticale sans variation de dimension. Les angles de la tour sont pourvus de 2 contreforts indépendants sur chacun de ses côtés. Par le biais de la variation dimensionnelle des contreforts, l'arête d'un angle de la tour est progressivement découverte en fonction de l'élévation. Cet arrangement architectural n'est pas exclusif au château de Senlis, car il a été utilisé dans d'autres châteaux médiévaux français. L'examen détaillé des murs de l'édifice indique que sa base est formée de pierres très volumineuses d'origine antique. Au-dessus,
le volume des pierres, toujours d'origine antique, continue de diminuer jusqu'à environ 7 mètres de haut. Plus haut, le mur est constitué de moellons en petit appareil. Sur sa façade sud, la tour médiévale présente deux particularités. Côté gauche, une ouverture sur un chemin en terre battue de plus de 4 mètres de long et en légère pente permet d'accéder à une grande salle basse rectangulaire de dimension 12,50 m sur 9 mètres. Cette salle était munie d'une voûte multipartite reposant d'une part sur des corbeaux installés au milieu et à l'extrémité des quatre côtés et d'autre part sur une colonne centrale. À ce niveau que l'on peut considérer comme un rez-de-chaussée, un puits et des latrines permettaient de conférer une certaine autonomie aux occupants de la tour en cas d'attaque. Il est probable que cette entrée, utilisée aujourd'hui pour des raisons pratiques, correspond à un aménagement tardif de la tour. Par sécurité, l'entrée utilisée au Moyen-Âge devait se situer en hauteur, peut-être par l'intermédiaire de l'œil de bœuf sur la face ouest de la tour. Vers la fin de l'Ancien Régime, un accès devint possible au nord à partir de la courtine du rempart. Sur la partie droite de la tour, entre le contrefort central et le contrefort le plus oriental, la seconde particularité réside en la présence d'une voûte. Celle-ci comporte en son sommet une ouverture qui peut évoquer un assommoir. Ce dernier dispositif ne domine cependant aucune ouverture apparente et la question de son utilisation reste posée. En ce qui concerne les parties hautes arasées de la tour, nous ne possédons pas de plan pour nous aider à déterminer son architecture initiale, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il nous reste cependant des représentations du profil de la ville de Senlis du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle où la tour est présente. Or, ces représentations divergent sur la présence ou non de 4 échauguettes sommitales. Comme Thérèse Paul Martin et Gilles Bodin, nous opterons pour la présence d'échauguettes aux 4 coins de la tour, mais une réponse définitive sur ce point reste pendante. Une hauteur initiale de la tour d'environ 30 mètres peut être envisagée, ce qui correspondrait à peu près à la hauteur de la tour nord, non pourvue d'une flèche, de la cathédrale Notre-Dame de Senlis, qui lui fait face côté est. En ce qui concerne la finalité du château royal, on peut concevoir qu'à l'époque des premiers Capétiens, où les seigneurs étaient irascibles et turbulents, le roi ait eu la précaution de faire construire tout près du logis royal une tour jouant le rôle d'un dernier refuge inexpugnable au cas où il aurait fait l'objet d'une attaque. D'autre part, l'affichage ostentatoire d'une tour massive et élevée permettait de montrer clairement la puissance royale et de dissuader toute tentative de rébellion contre le roi. Pour notre part, nous considérons donc que le château royal de Senlis faisait d'abord office de logement royal et, le cas échéant, la tour dont il était pourvu pouvait servir de refuge garantissant la personne du roi. Selon nombre d'historiens, la tour médiévale a pu également servir de résidence à la famille dite de la Tour, comte de Senlis et bouteiller des rois de France sur plusieurs générations. Aujourd'hui, le palais royal se présente sous forme de ruine, mais un peu de recherche documentaire permet de reconstituer les fonctions et les dispositions des différents bâtiments. S'appuyant côté nord sur le rempart gallo-romain du IIIe siècle, le palais royal proprement dit comportait 2 étages. Côté est, au premier étage, se trouvait la salle des gardes, jouxtant la tour des gardes, et, en allant vers l'ouest, se situait la salle royale, dite salle des maréchaux. Ces salles étaient séparées entre elles par un mur de refend. Au rez-de-chaussée, les communs étaient formés de 2 salles de même superficie que celle du premier étage. Elles faisaient office de cellier à l'est et de cuisine à l'ouest. Ces salles étaient séparées par 2 arches supportant le même mur de refend. À l'extrémité ouest du palais se situait un bâtiment à 2 étages qui jouait le rôle d'appartements royaux. Son premier étage constituait la chambre du roi. Immédiatement connexe au sud de cet ensemble, une chapelle avec une tribune royale complétait les bâtiments du palais. De cette description, il apparaît clairement 2 caractéristiques fondamentales, symboles de l'autorité seigneuriale du Moyen-Âge. D'une part, le triptyque Caméra, la chambre du seigneur, Aula, la salle des maréchaux, et Capella, la chapelle. D'autre part, la séparation nette du palais en 2 niveaux, l'étage supérieur, réservé uniquement au roi et à ses proches, y compris les gardes du roi, et l'accès privé à la tribune royale de la chapelle.
À proximité de Senlis et construit à peu près à la même époque, le palais des comtes de Crépy-en-Valois présente des fonctionnalités tout à fait équivalentes à celles du château royal de Senlis, sauf pour ce qui concerne la chapelle Saint-Aubin, qui résulte en réalité de la superposition de deux chapelles, dont celle du niveau supérieur, consacrée à la Vierge, qui était réservée uniquement aux seigneurs. Dans le cas de Senlis, la tribune royale de la chapelle se présente, selon Dominique Vermand, comme une variante de la classe des chapelles superposées, courante au XIIe siècle. Mais ce qui nous apparaît aujourd'hui comme une tribune n'est-elle pas en fait le résultat de l'effondrement d'un plancher qui aurait constitué un étage séparé, jouant le rôle de chapelle privative du roi? Nous examinerons ce point ultérieurement. La chapelle Saint-Denis, attenante au palais royal, nous apparaît très ruinée. Il semble que cet état de ruine existait déjà sous la Révolution, car, désaffectée depuis longtemps, elle n'a pas fait l'objet d'une vente en tant que bien national. L'édifice a été construit du temps de l'évêque de Senlis, Clérambault, lors de la reconstruction du château royal ordonné par Louis VI le Gros. La chapelle fut consacrée plus tardivement, en 1142, par l'évêque Pierre de Senlis. Elle fut dédicacée à Saint-Denis, mais l'usage fit qu'ultérieurement, elle fut aussi appelée chapelle Saint-Louis suite à la canonisation de ce roi. Le chœur de la chapelle a disparu, à l'exception de la base de l'abside en arc de cercle qui ressort sur une hauteur d'environ 50 cm au-dessus du sol. Il ne reste en élévation que la partie ouest de la nef qui comportait deux travées. La travée occidentale, qui comprenait le pignon de la chapelle, incluait deux étages. Au rez-de-chaussée, une grande ouverture surmontée d'un arc brisé permettait l'acheminement des matières nécessaires aux besoins de la cuisine, ainsi que les bouteilles ou d'autres équipements entreposés dans le cellier voisin. Il semble que cet aménagement fit également office d'entrée pour le logis royal, ce qui peut interroger. Sur son côté droit, la porte ogivale était équipée de pierres chasseroux, une présence qui indique que des chariots assuraient le transport jusque dans le bâtiment de la chapelle. Au fond, à gauche de l'entrée, une porte ouvrait une descente en escalier vers des caves profondes constituées en carrière. Du côté droit, une porte piétonnière donnait accès au rez-de-chaussée de la chapelle. La traversée nord-sud de la chapelle, par un grand espace voûté, destiné à remplir d'autres fonctions que celles réservées au culte, est peu commune. Au premier étage, au-dessus du portail ogival, se situait la tribune royale. À ce niveau, le mur ouest de la chapelle est ouvert par une fenêtre en plein cintre, à double ébrasement, avec un chanfrein sur le côté externe. Cette fenêtre s'inscrit au milieu d'une arcade décorée de pointes de diamants, occupant toute la largeur de la tribune. À ses deux extrémités, l'arcade retombe sur des colonnettes engagées avec pied droit. Aucun indice ne révèle la présence d'un voûtement de cette première travée. Cette dernière était donc couverte d'un plafond. Sur le mur nord de la chapelle, en se déplaçant vers le chœur, on rencontre successivement un réduit dont le toit en bâtière empiète sur l'espace de la tribune, puis un portail en plein cintre avec linteau et tympan en moellon qui faisait la liaison avec la salle des gardes, et enfin, au-delà de la tribune, une arcade purement décorative. Voir par exemple la colonnette ouest en cul de lampe qui rejoint un faisceau de colonnettes à la limite de la seconde travée de la nef. Selon Dominique Vermand, le réduit de la tribune royale aurait pu jouer le rôle d'un véritable coffre-fort. Gilles Baudin l'interprète comme la transformation en réduit d'un espace ancien qui aurait fait fonction de carrefour entre les différents espaces connexes. La travée orientale a presque complètement disparu. Il n'en reste sur le mur nord qu'un contrefort pilastre sur lequel reposent les 4 colonnettes avec chapiteaux que l'on vient d'évoquer. L'orientation des bases de ces colonnettes montre que la seconde travée de la chapelle royale était voûtée. De plus, on remarque que, d'une part, le faisceau des 4 colonnettes ne descend pas jusqu'au sol, sa partie basse se situant à la hauteur du premier étage, et que d'autre part, selon Gilles Baudin, le pied droit du faisceau subsistant montre une irrégularité de son parement juste en dessous du socle des colonnes. Il pourrait s'agir de la trace d'un plancher. La présence d'un plancher au premier étage conduirait à l'absence d'une tribune royale et à la composition d'un ensemble de 2 chapelles superposées, dont la plus haute serait réservée au seul usage du roi, comme exposé pour l'aménagement du château de Crépy-en-Valois. Aujourd'hui, il ne reste plus que l'archéologie du bâti ou l'invention de nouveaux documents
qui pourrait donner une réponse définitive à la superposition ou non de deux chapelles. Un dessin proposé par Paul Combaz en 1893, d'après semble-t-il un autre dessin du XVIIIe siècle, permet de visualiser en élévation la chapelle Saint-Denis vue du sud. On y remarque au rez-de-chaussée 3 fenêtres gothiques à tiers-point et au premier étage 2 fenêtres plein cintre décorées par une moulure de billettes qui semble faire le tour de la chapelle. Une autre fenêtre, plus grande et plus aplatie que les précédentes, fut manifestement ouverte plus tardivement. Elle se situe à un niveau compris entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Son ouverture laisse entrevoir la voûte d'ogive couvrant la deuxième travée. On constate également, à travers cette ouverture, la présence d'une barre horizontale qui semble positionnée du côté intérieur de l'ouverture. Est-ce le reste d'un plancher du premier niveau ou un élément de décoration? La question reste ouverte. Selon Gilles Bodin, cette grande fenêtre aurait pu être à l'origine de l'effondrement de la chapelle. Au niveau de l'abside, le dessin indique un mur dont la hauteur est légèrement plus faible que celle des murs gouttereaux de la nef. Des contreforts entourent l'abside qui pourraient indiquer la présence d'un pignon côté nef. Selon Dominique Vermand, la couverture de l'abside aurait été du type cul de four. Enfin, ce dessin montre la présence d'un escalier monumental construit sur ordre de François Ier. Cet escalier était coincé entre le chevet de la chapelle Saint-Denis et la tour romane massive, déjà évoquée plus haut. Il conduisait au premier étage du palais qui était déjà partiellement ruiné.